nouvelle chronique conseil. Bonjour Ghislain. Bonjour François. Cette semaine, on parle de quel logiciel? On va parler de Lotus 5.0. C'est un chiffrier électronique qui se compare là, assez bien avec Microsoft Excel qu'on avait vu là, dans les dernières semaines. Juste pour rappeler aux gens ce que Lotus 5 fait, c'est un chiffrier électronique. C'est très utile pour calculer des statistiques, faire des calculs, des rapports, des tris et bien sûr des graphiques. OK. Tu vas nous montrer maintenant un truc ou comment on sert du logiciel pour faire la somme de cellules. C'est ça. Alors, la somme de cellules, on peut le faire là, de façon manuelle, c'est-à-dire qu'on tape nous-mêmes la formule, mais il y a deux outils avec Lotus 5 qui nous permettent de faire le travail. Dans un premier temps, je vais sélectionner la cellule où j'aimerais faire le total de la ligne. J'ai l'outil ici, sélecteur de fonction, qui me permet de venir chercher la fonction somme. Ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est que Lotus 5 vient coller dans la cellule la fonction en question et il me met entre parenthèses ce que j'ai à fournir comme information, donc une liste. Alors, à l'aide de la souris, je peux faire un clic et glisse pour noircir les cellules que je veux justement additionner. J'appuie sur Retour et automatiquement, j'ai la somme de ces cellules-là. L'autre moyen, c'est à l'aide de la barre d'outils. Juste ici, j'ai une icône qui s'appelle Somme automatique. Alors, je sélectionne les cellules à additionner, plus les cellules où j'aimerais mettre le résultat. Je clique sur la somme et automatiquement, j'ai un résultat pour chacune des lignes. OK. Maintenant, si on voudrait transposer ça sur un graphique, comment on procéderait? Alors, ce qui est intéressant avec Lotus, c'est qu'on est très bien encadré au niveau du graphique. Ça se fait quand même très bien. Ce qui est intéressant, c'est que je peux sélectionner d'abord les données et par la suite, juste demander à Lotus de faire le graphique. Donc, je sélectionne les données. J'inclus aussi le titre de mon graphique. Je vais laisser tomber les totaux puisque j'en ai pas vraiment de besoin. Donc, je sélectionne cette information. Juste ici, sur la barre d'outils, j'ai un icône qui me permet de tracer un graphique. Donc, je clique là-dessus. Et lorsque je ramène mon pointeur de souris dans la feuille de travail, j'ai un nouveau pointeur et j'ai deux possibilités. Soit que je clique tout simplement et que je laisse Lotus déterminer la taille du graphique, ou l'autre possibilité, c'est de faire un clic et glisse pour déterminer moi-même la taille de mon graphique. Et lorsque je relâche le bouton, j'ai un graphique en bonne et due forme. Bon, maintenant qu'on a conçu un graphique, est-ce qu'on pourrait en changer le style? Oui, c'est une bonne question. C'est intéressant avec Lotus, puisque lorsque le graphique est sélectionné, je rappelle que le graphique est sélectionné lorsqu'on a les petits carrés là, autour. Lorsque le graphique est sélectionné, j'ai une barre d'outils qui est différente à ce que j'avais tout à l'heure. Donc, j'ai la barre d'outils graphique qui, elle, juste ici, à l'aide de l'icône sélectionner un type de graphique, me permet de choisir ou même d'inclure ce qu'on appelle la table des valeurs. Ça, c'est une première méthode. L'autre possibilité, c'est d'aller directement sur la barre pour choisir un type quelconque. Prenons, par exemple, sectoriel, 3D, et j'ai tout de suite le changement à l'écran. Ce qui est intéressant avec le sectoriel, c'est que je peux prendre la pointe de tarte et en faisant un clic et glisse, je peux extraire, ou eux autres appellent ça excentrer, la pointe, justement, du reste. Si on compare Excel avec Lotus, c'est quoi les différences, puis les qualités et les défauts de chaque logiciel? OK. Moi, je pense que pour l'utilisateur, Excel est bien. Par contre, on a avantage à utiliser Lotus par la facilité de son interface. Beaucoup de choses peuvent être faites avec la barre d'état. Par contre, Excel a des forces qui sont beaucoup plus grandes au niveau de la mise en page des documents. Au niveau des entêtes et pieds de page, on n'est pas limité seulement qu'à une ligne, par exemple. Mais je dirais que, par contre, dans l'ensemble, c'est deux logiciels qui s'équivalent. C'est des logiciels qui sont très, très, très utilisés et les différences sont quand même minimes. Actuellement, Lotus 5.0 en est à sa version Windows 3.1 seulement. Il n'y a pas de version Windows 95 disponible actuellement. Pas actuellement. Ils ont annoncé quelque chose pour les prochains... En fait, dans les prochains mois. On va attendre pour voir qu'est-ce que ça va donner. OK. Si on désire suivre une formation pour, mettons, à l'échelle comme Lotus, on peut aller chez Conforme. Quelles sont vos coordonnées? Alors, on peut nous rejoindre tous les jours de la semaine de 8h30 à 17h au 621-0109. Merci, Ghislain. La semaine prochaine, on va parler de quel logiciel? On va parler de Schedule Plus. D'accord. Merci, Ghislain. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la chronique sur les jeux. Nous sommes en compagnie d'Yves Rochefort, notre chroniqueur en jeux. Alors, bonjour Yves. Bonjour François. Cette semaine, on va parler de 5 jeux.
Ça paraît qu'on s'en va vers le printemps, hein? Il y a de plus en plus de jeux qui sortent. De plus en plus de jeux sur le marché, François, puis des jeux de bonne qualité à part ça. Seulement un bon line-up aujourd'hui. On commence par Top Gun. Top Gun, qui est fait par Spectrum Holobyte. C'est basé sur le film Top Gun, le très célèbre film Top Gun. On y retrouve d'ailleurs le même commandant Hondo, le monsieur avec le cigare, là, avec la mauvaise attitude. Il était aussi dans le jeu. Il est dans le jeu. Aucune surprise, l'action se déroule à l'école de combat Top Gun, qui est située à Miramar. Les missions du jeu suivent le thème du film. Ils sont espacés avec des scènes vidéo qui te rappellent le déroulement du film. Tu joues le rôle de Maverick. Tu as avec toi ton coéquipier en arrière, Merlin, qui ne cesse de te donner des conseils puis de te donner l'heure juste sur la situation. C'est un jeu qui comporte plus de 40 missions. Et les niveaux de difficulté s'échelonnent de débutant à expert. Tu peux également jouer à ce jeu-là par réseau ou par modem, en mode coopératif ou en mode compétitif. Puis, il y a des configurations spéciales pour des manettes telles les Thrustmaster, les CH Flight Stick Pro et bien d'autres manettes comme ça. D'ailleurs, on en a une ici présentement, c'est la F-15E Raptor, qui est faite par quelle compagnie? Suncom Technologies. C'est quand même une belle manette, là, puis c'est pas très dispendieux? Non, aux alentours de 65 $, puis ça peut... Des manettes dans ce type-là vont de 65 à 200 $. Non, les Thrustmaster ont des manettes de très haute qualité. Très haut calibre. Qu'en est-il du son de ce jeu-là? Est-ce que c'est bon? Le son est excellent. Tu as également la chanson Danger Zone qui n'est pas interprétée par Kenny Loggins, par contre, là, mais la chanson est quand même là. Au niveau son, comme je disais tout à l'heure, ton coéquipier Merlin ne cesse de te donner l'heure juste sur ce qui se passe autour de toi. Bandit à 6 heures. Exactement. Okay. Puis les graphiques, c'est quoi, du VGA? C'est des graphiques super VGA. Ils sont d'une très, très grande précision en passant. Très, très beaux les graphiques. Tout dépendant de la puissance de l'ordinateur que vous avez. Vous pouvez avoir des animations en 640, 480, puis des séquences filmées avec jusqu'à 16 millions de couleurs à l'écran. OK. Il y a même un bonus, à ce qui paraît, pour les gens qui achètent le jeu. Oui. À partir du mois de juin, la compagnie Spectrum Holobyte ont promis qu'il y aurait un niveau par mois qui serait disponible, une mission supplémentaire par mois qui serait disponible sur Internet. Aussi, une petite affaire qu'il faudrait peut-être mentionner, c'est que Top Gun, bon, c'est la compagnie Spectrum Holobyte, puis l'engine qu'ils utilisent présentement va servir au prochain jeu de simulateur qui va être Falcon 4.0. C'est peut-être intéressant à mentionner. Oui. Maintenant, on va parler d'un jeu qui fait très contraste, qui est un jeu de simulation. Oui, c'est un jeu de simulation. C'est un jeu de gestion, en fait. Encore une fois, je vois les gens dire « Bon, un jeu de gestion, c'est plate ». Mais je vous avertis, c'est un jeu qui fait présentement un malheur. C'est rafraîchissant. C'est basé sur le même jeu, le même principe qu'il avait fait avec Airbox il y a quelques années. Tu as 5 races qui habitent un univers connu, qui est composé d'à peu près 50 planètes. Je ne les ai pas toutes comptées, il y en a à peu près 50 à l'œil. Le but est de bâtir un empire du transport galactique. Donc, il faut que tu négocies des droits d'atterrissage sur des planètes. Il faut que tu construises des ports spatiaux. Tu construis toutes sortes d'endroits où tu vas construire, tu vas bâtir des produits, puis ces produits-là, tu vas les transporter à d'autres endroits. C'est un jeu économique, en fait. Et puis comment on fait pour gagner? On est la meilleure, qu'on devienne la meilleure compagnie de transport? Oui, bien, le succès repose sur la qualité du service à la clientèle. Ah ouais? Oui, oui, tu as même un indice de la satisfaction du client qui repose sur la rapidité et la sécurité des vaisseaux, la fréquence du service, la qualité des ports spatiaux, l'interaction des gens de chaque planète, des prix, puis la relation entre ta race et celle des autres races des gens dans le jeu. C'est vraiment fantastique. L'objectif ultime, c'est de garder ton indice de satisfaction du client le plus élevé possible, garder tes coûts le plus bas possible, puis faire le plus de profit possible. Maintenant, on regarde le jeu Terra Nova, qui est fait par quelle compagnie? Looking Glass Technologies, qui est responsable de jeux aussi populaires que Ultima Underworld 1 et 2, System Shock et dernièrement Flight Unlimited. OK.
Quel genre de jeu que c'est, Yves? Bon, c'est un jeu, c'est un mélange de Doom et de MechWarrior. C'est vraiment incroyable. Tu contrôles un humain qui est vêtu d'un habit, une armure pas indestructible, mais qui t'aide à amener avec toi des armes très lourdes sur le terrain. C'est un jeu, vous avez deviné, de destruction, encore. Mais de destruction stratégique. De destruction stratégique, en effet, puisque tu es le squad leader, le général d'un commando qui est envoyé. Tu donnes des ordres, tu assignes des missions spéciales à tes protégés pour réussir ta mission. Le côté tactique est très important également dans ce jeu-là. Tout ça dans un environnement tridimensionnel. Les terrains sont très réalistes, puis tu as les effets atmosphériques très réalistes également. Tu as de la pluie, des éclairs, des nuages en mouvement. C'est vraiment très, très bien. Il y a combien de scénarios dans ce jeu-là? Tu as 39 scénarios qui passent sur 4 mondes différents, puis tu as un éditeur de scénarios à l'intérieur, ce qui rend les possibilités infinies. Tu peux utiliser tes propres scénarios et en faire des missions supplémentaires, si oui. tu veux. OK. Maintenant, on passe à un autre jeu qui est... Descent 2. OK, la suite du premier, bien sûr. Oui, Descent 2, évidemment, par Interplay, qui est la suite du premier. C'est un peu un genre de jeu comme Doom, sauf que tu contrôles un vaisseau spatial qui va dans un environnement tridimensionnel à 360 degrés. Donc, tu peux aller en bas, en haut, à gauche, à droite. Tu peux même, à un moment donné, tu es tellement mêlé que tu es rendu le bas en haut, vice-versa, tu es tout mêlé. Les ennemis sont dotés d'une intelligence artificielle qui s'ajuste à tes stratégies. Tu peux jouer à 8 joueurs par réseau ou 2 joueurs par modem. C'est quoi les nouveautés par rapport au premier Descent? Par rapport au premier, dans celui-là, tu as 30 nouveaux tableaux qui sont répartis sur 5 mondes différents. Tu as 30 nouveaux ennemis robots qui ont des meilleures aptitudes offensives qu'auparavant. Il y a 10 nouvelles armes super destructrices pour t'aider à tout détruire. Tu peux même attribuer une priorité à ces armes-là. Donc, ton arme favorite, tu l'utilises. Quand tu n'as plus de munitions, bang, tu passes tout de suite à la deuxième arme sans avoir à toucher absolument rien. C'est intéressant. Tu as les lumières au-dessus de ton vaisseau que tu peux allumer et éteindre à volonté. Tu as une caméra sur tes missiles, qui est très intéressant, ça. Tu peux partager, quand tu joues par réseau, par modem, tu peux partager tes armes avec ton coéquipier. C'est une autre chose assez intéressante. Tout ça est accompagné de séquences vidéo. La musique, il y a quelque chose de spécial, il paraît? Oui, tout ça, ça repose sur une musique rock du groupe Skinny Puppy, excuse-moi. OK. On va terminer maintenant avec un ajout, un add-on, comme on appelle, pour un jeu qu'on connaît très bien, qui est Command & Conquer. Oui, alors... Comment ça s'appelle? OK. Ça s'appelle Covert Operations. Évidemment, c'est par Westwood Studios de Virgin Interactive. Si vous êtes une des 500 000 personnes qui a acheté le jeu Command & Conquer, vous suggère d'acheter ces 15 missions supplémentaires-là qui vous donnent plus de temps de jeu. Il y a 10 nouvelles cartes de jeu multijoueurs. Puis les missions sont plus explosives que jamais, puis il y a plus d'ennemis que dans l'autre également. Puis pour ceux qui aimaient vraiment Command & Conquer, ça ne sera pas tout. C'est pas le seul add-on 10 qui vont sortir. Non, il va en sortir d'autres, puis il y a même un Command & Conquer 2 qui est prévu, on ne sait trop quand. OK. On peut aussi mentionner quels sont les jeux intéressants qui devraient sortir dans les prochaines semaines? Oh, il y en a plusieurs. On peut s'attendre à des sorties telles Siberia 2, qui s'en vient bientôt. Civilization 2. Civilization 2, World Grand Prix Circuit 2. C'est tous des jeux qu'on va traiter ultérieurement lors de nos prochaines émissions. Bon, le printemps s'en vient, ça paraît. Oui. Bien sûr. Et si on peut avoir plus d'informations sur tous ces jeux, c'est où qu'on peut te contacter? OK. Vous pouvez me rejoindre à Compucentre à Place Laurier, au 653-5150, ou au Compucentre aux Galeries de la Capitale, au 627-3689. Merci. Et la semaine prochaine, on parle de quoi? On parle de jeux pas très violents la semaine prochaine. On parle de Duke Nukem 3D, Abuse et ESPN Extreme Games. D'accord. Merci, Yves. On vous revient dans quelques instants pour parler plus en détail de l'avenir d'Apple. Je sais que Carl-Frédéric Decelle de la compagnie iX Media, un économiste de formation avec qui on va s'entretenir de Apple. On a un dossier à vous présenter là-dessus. Pourquoi on va parler d'Apple?
Parce qu'il y a une crise récemment, on en a beaucoup entendu parler dans les journaux, à la télé, un peu partout. Cette crise-là, c'est une crise qui revient un peu tous les 3 ans chez Apple. Cette fois-ci, elle est peut-être un peu plus grave. Il y a des articles de journaux et des revues qui en ont parlé comme étant la fin d'une époque et des choses comme ça. Cette panique-là résulte d'une perte de 69 millions de dollars dans le trimestre qui se termine en décembre, celui des vacances de Noël et tous les achats de ce temps-là. Cette perte de 69 millions de dollars-là, qui n'est pas normale parce que c'est la période la plus forte de l'année, a créé une certaine incertitude face à Apple et à son pouvoir de marché. Il y a même des rumeurs de vente qui ont circulé. Il y a des nombreuses rumeurs de vente qui ont circulé un peu suite à la panique. Alors, pour régler la situation assez rapidement, ils ont décidé de mettre 1300 personnes à la porte sur une équipe de 12 000, je crois. Donc, ça dont va encore... Dont le président actuel qui a perdu son emploi à la suite de ça. Toute cette réorganisation-là, les pertes de 69 millions, ils viennent d'un peu de divers facteurs. Premièrement, c'est un problème d'inventaire. C'est pas qu'ils vendent pas assez, c'est qu'ils vendent trop. Ils n'étaient pas capables de livrer la marchandise, ce qui est un gros problème dans ce domaine-là. 2, ils ont attendu assez longtemps avant de licencier le système d'opération Macintosh, contrairement à Windows qui est disponible sur un tas de marques d'ordinateurs. Le système du Macintosh n'était disponible que sur les appareils Apple, chose qui change présentement tranquillement. Il y a 3 ou 4 compagnies qui font des clones Apple maintenant. Ça fait toute partie des stratégies qui vont essayer de développer pour sauver Apple, entre guillemets, même si Apple n'est pas vraiment à l'agonie comme on pourrait le penser selon les journaux et toutes ces choses. Ils ont quand même les reins solides à Apple. Là. Ça fait plusieurs années qu'ils sont sur le marché, puis c'est pas une crise. C'est une crise parmi tant d'autres. C'est une crise parmi tant d'autres. Il y en a à peu près à tous les 3 ans. Il y a eu 3 présidents dans l'histoire d'Apple, et là, c'est le 4e qui vient d'entrer en fonction. Celui-là a pour mandat de redresser la compagnie. Il a dit clairement qu'il s'était donné un mandat de 90 jours pour faire le ménage et repenser tous les services. Sa stratégie est déjà commencée en focusant sur 3 marchés cibles, qui sont les principaux marchés d'Apple, soit l'éducation, dans lequel il y a quand même une très bonne part de marché. La part globale du marché d'Apple est de 8 à 12 % selon les études. Dans le marché de l'éducation, aux États-Unis, elle est de 63 %, ce qui est quand même fort. Il y a beaucoup de vieux ordinateurs, mais quand même, les gens changent et conservent du Apple généralement. Il y a le marché aussi du graphisme et de l'éditique. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, Apple a été à l'origine de PageMaker, des imprimantes laser et toute cette chose-là. C'est tout Apple qui a amené ces choses-là dans le marché. Il y a encore beaucoup de compagnies d'infographes qui se servent de la plupart des logiciels d'Apple. En général, c'est ce qui est commun. C'est ça, 75 % du marché est du Macintosh pour ces choses-là. Il y a aussi le marché de l'Internet, qui est un marché en pleine ébullition, où présentement, ils sont 2e pour les serveurs Internet, juste derrière Sun Microsystems. Et pour la conception de pages web, c'est probablement un des outils les plus utilisés aussi à cause des éléments graphiques et toutes ces choses-là. On a un petit graphique à montrer à nos téléspectateurs qui représente un peu le cours des actions de la compagnie Apple. Peux-tu nous expliquer un peu ce graphique-là? C'est ça. En général, le cours des actions, ça révèle un peu la santé financière d'une entreprise. Les actions d'Apple sont présentement à 25 $. Elles ont été à leur plus haut à 50 $. La grosse descente du prix se situe vers le mois de décembre, quand ils ont annoncé qu'il y aurait probablement des pertes. Et ça s'est concrétisé encore plus en janvier, quand ils ont vraiment dit qu'il y avait vraiment les pertes de 69 millions à ce moment-là. C'est pour ça que les actionnaires ont décidé de renvoyer le président qui était là. C'est ça. Les actionnaires, à la mi-février, ont décidé de renvoyer le président. Il y a eu une hausse à ce moment-là du prix des actions, mais ça s'est remis à baisser la semaine dernière quand Compaq a décidé d'annoncer la baisse de 12 % des prix de ses ordinateurs pour essayer de rentrer dans le marché. Alors, la compétition est très forte. Les marges de profit sont en baisse. Il y a un an, Apple faisait des marges de profit de 28,7 % et cette année, ils ont fait 15,1 % de marge de profit. Alors, ça se reflète un peu partout en informatique, on le sait, les prix diminuent partout, les volumes augmentent, donc les marges de profit diminuent et c'est un peu le problème. Apple n'est pas en si mauvais état que ça quand même, parce que les ventes pour le trimestre, ils ont perdu 69 millions. Les ventes étaient en hausse de 11 % par rapport à l'an dernier. Ils ont vendu 3,15 milliards de dollars en un trimestre. C'est quand même pas une petite compagnie. Et ils ont vendu 1,3 million d'ordinateurs dans ce trimestre-là, dont la majorité sont des PowerPC. Qui marche quand même assez bien, le modèle PowerPC. Le modèle PowerPC, c'est un compétiteur au Pentium et à toute cette classe-là. C'est des ordinateurs qui sont très rapides et qui fonctionnent très bien. La stratégie de développement, c'est d'aller vers la plateforme de référence commune, le PowerPC Reference Platform, qui est la plateforme commune qui pourrait rouler plein de systèmes d'exploitation comme Windows NT ou d'autres systèmes OS2, etc., plus le système d'opération du Macintosh. Donc, un peu comme les clones
avoir des machines, du matériel qui est universel et choisir soi-même son système d'opération. C'est un peu une porte de sortie qu'Apple espère explorer dans le futur. Et on te remercie pour avoir éclairci cette situation nébuleuse. Où est-ce qu'on pourrait vous rejoindre si on a besoin d'informations supplémentaires? La firme iX Media que je représente œuvre dans le domaine de la conception de logiciels multimédia et de sites Internet. On peut me rejoindre à 653-7919 la semaine sur les heures d'affaires. Merci beaucoup. Merci. On vous revient dans quelques instants pour une nouvelle chronique qui s'adresse aux néophytes en informatique. Cette semaine, on vous présente une nouvelle chronique qui s'adresse vraiment aux débutants, aux néophytes en informatique. Pourquoi on a décidé d'avoir une telle chronique? C'est suite aux demandes des gens qui nous ont écrit, qui nous ont demandé d'avoir une section de l'émission qui est plus simple pour les utilisateurs de PC surtout. On est avec Ghislain de Conforme qui va s'occuper avec nous de cette section. Cette semaine, on va donner des petits trucs pour les gens qui utilisent Windows 95, mais qui s'appliquent aussi bien pour les utilisateurs de DOS. C'est ça. On parle de deux fonctions qu'on utilise régulièrement sur un ordinateur quand on les connaît, mais que d'habitude, on ignore, ce qui est le scan-disque et le défragmenteur. C'est ça. Alors, beaucoup de questions sont posées là-dessus. Souvent, les gens ont des problèmes. ScanDisk, c'est un outil qui nous permet, en fait, de récupérer ou, en fait, d'éviter la perte d'informations. Ce qui est important de mentionner, c'est que l'information est gardée sur le disque dur dans des petites sections qu'on appelle le secteur, en bon français, cluster. Et cette information-là peut, avec lecture-écriture fréquente sur le disque, à un moment donné, être perdue. Alors, ScanDisk nous permet de vérifier si on n'a pas des informations comme ça qui sont perdues sur le disque. Si on a MS-DOS, on fait juste taper la commande ScanDisk. C'est en plein ça. Si on a Windows 95, où se trouve le programme? Alors, le programme se trouve dans le bouton Démarrer, menu Programme. On va avoir un sous-menu qui s'appelle Accessoires. Et par la suite, outils système dans lequel plusieurs choses peuvent être positionnées. D'ailleurs, on va retrouver ScanDisk. Alors, je démarre ScanDisk. Les premières choses à définir, en fait, c'est quelle est l'unité de disque que je veux scanner ou vérifier. Donc, on va y aller avec le lecteur C. Je pourrais le faire avec des lecteurs de disquettes sans problème. Deux types d'analyses sont disponibles. Est-ce que je veux vérifier seulement que les fichiers et les dossiers, ou est-ce que je veux aussi faire un test de la surface du disque? Le test va me permettre de déceler des secteurs qui pourraient être défectueux. Alors, je choisis ce que j'ai besoin. Par la suite, tout ce que j'ai à faire, c'est de démarrer mon ScanDisk et de laisser le travail se faire. Une petite fenêtre va m'apparaître à la fin pour me donner les résultats. Okay. C'est bon de faire ça une fois par année, une fois par semaine, un ScanDisk? Moi, je recommande de faire ça environ à toutes les 3-4 semaines, à tous les mois, tout dépendant du type d'utilisation qu'on en fait, mais une fois par mois, ça pourrait être très bien. Okay. Puis maintenant, on va voir défragmenteur. C'est ça. Alors, le défragmenteur, lui, ce qu'il va nous permettre de faire... Alors, je vais fermer cette fenêtre. Le défragmenteur, c'est que, comme je l'ai mentionné, étant donné que l'information est placée dans des petites boîtes, des petits secteurs, il arrive avec lecture-écriture que l'information ne soit pas placée de façon contiguë ou bout à bout ou côte à côte. Alors, l'ordinateur va placer les informations un peu partout où il le peut. Avec le défragmenteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller placer toute l'information d'un même fichier dans des secteurs qui sont contigus. Donc, ça va avoir comme effet de faire un petit ménage sur le disque, mais aussi d'améliorer les performances. OK. Puis le défragmenteur se situe dans la même section qu'on a vu tout à l'heure des outils système. Tout à fait. Si on démarre. Défragmenteur de disque. Alors, pour le disque C, OK, je dis OK là-dessus. Et par la suite, on me dit que présentement, j'ai seulement qu'1% du lecteur de défragmenté. Mais je pourrais quand même là, démarrer la défragmentation. Et tout ce qui se produit, c'est que le défragmenteur va aller mettre bout à bout les différentes informations. Il va regrouper tout ce qui est vide et tout ce qui est plein. C'est ça. Alors, différents types de défrag disponibles. Le premier, c'est tout simplement la défragmentation des fichiers. Donc, je laisse les fichiers à l'emplacement où ils sont. Je les mets bout à bout. L'autre type, qui est un petit peu plus poussé, c'est que je ramène tout ça ensemble et je laisse l'espace disque inutilisé, complètement seul, là, en fin de disque. Puis, sous MS-DOS, c'est la fonction défrag, tout simplement. C'est en plein ça. On te remercie, Ghislain. À la semaine prochaine. Nous, maintenant, on se retrouve dans quelques instants pour la capsule sur Internet. Cette semaine, je vais vous parler de plusieurs adresses web. Alors, si vous n'avez pas le temps de toutes les noter, je vous rappelle que sur notre site web, à la page de Microinfo, on a un résumé de toutes nos chroniques
dont cette liste de pages web. Aussi, l'émission est en rediffusion, donc si vous avez besoin de les consulter, vous savez à la fin de l'émission où regarder ça. On a tout d'abord un nouvel outil de recherche qui s'appelle AltaVista, qui est compétiteur à l'ICOS, à Yahoo et aux autres outils de recherche, qui est vraiment très puissant. D'abord, il utilise des ordinateurs de marque Digital, qui sont actuellement les ordinateurs les plus puissants sur le marché. Je vais même vous montrer une recherche très simple. Je vais taper mon nom pour voir si j'apparais sur le web. Je sais que la seule mention qu'il y a de mon nom sur le web, c'est sur notre page de Microinfo. Alors, on va regarder voir si ça va marcher. Je tape mon nom. Je soumets ma requête. On compte le temps, même pas 2 secondes, et voilà, il a trouvé la page de Microinfo automatiquement. Comment il fait pour trouver toutes ces pages-là? C'est pas compliqué. Il envoie des petits robots un peu partout sur le web qui vont chercher l'information et qui la ramènent très rapidement. Maintenant, pour répondre à une question de nos téléspectateurs qui nous demandaient comment on pouvait chronométrer le temps en ligne sur Internet, bien, il existe une page qui s'appelle Internet Timer où on peut se procurer un petit chronomètre qui est ici, dans lequel, quand vous le partez, il chronomètre le temps en ligne présentement. Si vous êtes connecté plusieurs fois dans la journée, il va totaliser les temps, et même mensuellement. Donc, c'est très pratique si vous faites affaire avec un fournisseur qui vous donne un temps limite, comme, mettons, 40 heures par mois. Vous pouvez très bien, avec ce petit chronomètre-là, suivre vos connexions. Maintenant, on va regarder une autre page qui s'adresse aux gens qui ont des jeux et qui ont des bugs avec ces jeux-là. Parce que la plupart des jeux, aujourd'hui, ont des bugs, malheureusement, mais il existe une page où on peut trouver des mises à jour pour ces jeux-là. Cette page-là s'appelle The Patches Scrolls. Elle contient plusieurs informations sur les dernières nouveautés, dernières mises à jour pour les différents jeux. Alors, vous pouvez aller les downloader directement sur ce site-là ou d'autres sites à laquelle ils vont vous renvoyer. Finalement, on va regarder les divers médias sur Internet parce que la plupart des stations de télé et de radio sont sur Internet. Tout d'abord, on a Choix FM 98,1 qui est sur Internet. Vous pouvez consulter leur programmation, la compilation, même envoyer vos demandes spéciales, c'est bien fait. On a aussi le site de CKRL, qui est une station de radio communautaire, mais qui a vraiment un bon site parce que vous avez non seulement une chronique sur Internet, mais aussi toutes sortes d'informations globales sur le monde de la musique. En terminant, on a la page de Radio-Canada, bien sûr, la CBC aussi. Vous pouvez consulter toute la programmation, le service des nouvelles, et même vous avez des références à d'autres pages, comme des dictionnaires en français, c'est très bien fait. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que l'émission Microinfo est en première diffusion le vendredi à 20h et en reprise toute la semaine, et aussi notre page web que vous pouvez consulter si vous n'avez pas le temps de noter toutes ces adresses. Merci, à la semaine prochaine.